Bonjour, c'est Céline Paris. Bonjour, c'est Vanessa David et vous êtes dans le podcast À tout âge. À tout âge, deux invités qui ne se connaissent pas, deux générations au moins les séparent, quoi d'autre les sépare Ou les réunit. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Frédéric Bourboulon et Nathan Ambrosioni pour échanger sur le thème « À tout âge, on peut dédier sa vie au cinéma ». Alors Frédéric, vous êtes né en 1959. Mais ça va pas de dire ça. Vous avez 69 ans. Mais Nathan, vous êtes né en 99 près de Grasse. Vous avez donc 21 ans. Frédéric, je vous présente Nathan. Et Nathan, je vous présente Frédéric. Enchanté. Ben écoutez, ravi. Frédéric, vous êtes né en 1952 à Paris. Vous avez 69 ans. Vous avez été élevé dans une famille de la grande bourgeoisie. Votre grand-mère cinéphile vous emmène régulièrement le jeudi au cinéma. Vous êtes aussi fasciné par une grande tante, Gina Palerme, figure emblématique du cinéma muet et du music-hall. Vous êtes producteur chez Little Bear, société fondée par Bertrand Tavernier, et vous avez produit à ce jour plus d'une cinquantaine de films, notamment L627, Quai d'Orsay, Capitaine Conan, L'Appât, Ma petite entreprise, Tout près des étoiles et plus récemment, Voyage à travers le cinéma français. Vous avez une fille et deux fils, dont un, Martin, qui ne nous est pas totalement inconnu puisqu'il a réalisé entre autres les deux volets de la comédie hilarante Papa ou Maman. Et il sort son prochain film le 25 août qui s'appelle Eiffel. Oh. Et il rentre en tournage des Trois Mousquetaires. Deux films. Ouais. Nathan, vous êtes né donc en 1999 vers Grasse, vous avez donc 21 ans. C'est ça. Après Quelle plusieurs chance. films de genre tournés avec des amis dès l'âge de 13 ans, notamment Thérapie et RIP, vous tournez un très beau et très remarqué premier long métrage en conditions professionnelles à 17 ans, qui s'appelle Les drapeaux de papier, avec Noémie Merlan et Guillaume Gouix. Vous êtes en préparation de votre deuxième long métrage et vous venez de réaliser le clip du dernier titre de Renard Tortue. C'est vrai. C'est ça? C'est Il y ça. a un élément à ajouter? C'est ça. Tout est bon. Alors, J'ai pas vu ça, le truc de papier. Ah, c'est Pourquoi j'ai pas sorti vu le 13 février 2019. Chez qui? Réseau Film. Ça m'a échappé celui-là. Je me targue de voir tout. Ah, ben, Et voilà. les drapeaux de papier à rattraper alors. Avec Guillaume Ok, à Guillaume Gouix et Noémie Merlan. et Noémie Merlan, qui est définitivement une très bonne actrice. Ouais, elle est en compète à Cannes là, avec les Olympiades. Oui. Je trouve que c'est une actrice intéressante. Ah ouais, elle est formidable. Vraiment, ouais. Je l'adore. Premier film à 17 ans. Je l'ai écrit à 17 ans et je l'ai réalisé quand j'en avais 18. Et il est sorti quand j'en avais Il est 19. vraiment utile que j'aille me coucher très vite alors. Mais non, au contraire. on commence peut-être par vos débuts. Frédéric, comment est-ce que vous êtes tombé, vous, dans le cinéma? Je faisais des études. Ma mère m'a viré quand j'avais 18 ans de chez moi. Après, il a bien fallu que j'aille ma vie en faisant semblant de faire des études. Et je faisais des chantiers, comme je suis assez bricolo. Et un jour, j'ai refait les bureaux d'une société de production de films publicitaires. Et un jour, le producteur, qui est devenu un copain par la suite, m'a dit, on est à la Bourse, sur un décor. Cette boîte était à Boulogne. À l'époque, les studios de Boulogne n'étaient pas raptés par la télévision, étaient encore des studios de cinéma. Ils m'ont dit, on a un décor qu'on doit finir demain pour un tournage de film publicitaire. Donc je rentre pour la première fois de ma vie sur un plateau de cinéma à l'âge de 24 ans. Et j'étais fasciné, et j'ai aidé donc une équipe de décoration à finir leur décor. Il se trouve que c'était pas n'importe quelle équipe, puisque c'était Hilton McConico et Carlo Conti. Ah oui, d'accord. Alors Carlos et Hilton, et ils m'ont trouvé plutôt habile. Puis en plus sur le tournage, ils m'ont demandé de faire la doublure lumière, donc j'ai fait aussi le tournage, qui se passait sur 3-4 jours. Avec une espèce de rencontre déjà emblématique, qui était Claude Renoir, le frère de Jean Renoir, qui faisait la photo. Et qui faisait rire tout le monde parce qu'il travaillait sans cellule. Donc t'as pas connu les tournages en pellicule, mais peut-être tu le redécouvriras un jour, et j'espère qu'on y reviendra. Donc j'ai pris ma première leçon de cinéma, là. Et j'ai pu quitter ce métier. Ça m'a tellement emballé. Donc j'ai fait de la déco pendant un moment, puis très vite, je suis parti à la régie, à l'assistanat. J'ai fait beaucoup de films publicitaires. Comme je parle l'anglais plutôt bien, j'ai été très vite repéré pour faire des actions au long cours. Donc je suis devenu l'assistant des frères Scott, de Bookbinder, et surtout de Jean-Paul Goude, avec qui j'ai fait tous les premiers films emblématiques de sa carrière. Les Coca-Cola, les Kodak, donc c'était sympa.
Et après, voilà, il a fallu que je passe dans le long métrage. J'étais déjà premier assistant au bout de 4 ans dans la pub. Et un jour, on m'a appelé pour faire un film comme second assistant en Afrique, chez Tavernier, que j'ai rencontré ce jour-là. Et ma vie a changé. Et c'est à partir de là que vous avez commencé à produire. Et on s'est plus quitté pendant 40 ans. Et il vient de me quitter bêtement il y a 2 mois. Et c'est quoi le premier film que vous avez produit, du coup Le premier film que j'ai produit est un premier film de Pierre Pradinas, qui était un metteur en scène de théâtre, qui est un film assez méconnu, qui quand même un casting, puisque c'est Juliette Binoche et François Cluzet. Ah ouais. Donc c'est pas rien. Qui s'appelle Un tour de manège, qui est pas un film très réussi, mais qui est pas un film complètement nul. J'avais fait un moyen métrage avant, qui est un moyen métrage de Didier Martini, qui s'appelle Le goûter chez Nils, qui était écrit par Yasmina Reza. Et c'est Nils Arestrup qui tenait le rôle principal. Et c'était un goûter d'enfant joué par des adultes habillés en enfants. C'est drôle. C'était assez drôle. C'est un truc assez foutraque, mais qu'il faudrait retrouver. J'ai pas de copie. Il n'existe pas ? Enfin, on peut pas. Il doit être archivé quelque part. Ah ben, moi, c'est très différent. Je viens du sud de la France, donc des Alpes-Maritimes, à la campagne. Ma famille n'est pas du tout dans le cinéma et je m'y intéressais pas du tout, même. Mais quand j'ai eu 12 ans, on m'a montré un film d'horreur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Esther. Et ça m'a fait très très peur. J'étais vraiment terrorisé, mais ça m'a complètement fasciné. Et à partir de ce moment-là, je me suis passionné pour le cinéma. Et j'ai commencé à regarder des making-of. Moi, j'avais accès à Internet, donc il y avait quand même ce truc où je pouvais un peu comprendre, enfin, je pouvais avoir accès à la fabrication d'un film, en tout cas, regarder ce que c'était. Donc, j'ai regardé des milliers de making-of et d'interviews, et en fait, j'ai compris qu'il fallait toute une équipe pour faire un film, là où je croyais qu'il y avait seulement les acteurs et le réalisateur avant, quand je m'y intéressais pas. Et puis, tout de suite, j'ai eu envie de demander à mes amis de faire un film et qu'on s'amuse à apprendre tous ensemble le cinéma. Et donc, j'ai recruté des gens dans ma classe. On a fait un film, puis un autre. Et pendant toute mon adolescence, on faisait des films comme ça, complètement autoproduits, des films d'horreur, avec beaucoup de sang. On s'amusait beaucoup. Et ensuite, voilà, j'ai eu envie de faire un film produit. J'avais fait, du coup, de mes 12 à mes 17 ans, une dizaine de films plus ou moins longs avec mes amis. J'avais vendu un peu tous mes jouets, toutes mes consoles de jeux d'enfants pour acheter une belle caméra qui avait surtout une vision infrarouge et pour faire des films d'horreur un peu étranges, voire dans le noir, c'était bien. Et voilà, une fois que j'avais fait ces films et que je m'étais beaucoup amusé, que j'avais beaucoup appris, j'ai eu envie d'écrire Les drapeaux de papier parce que ma cinéphilie s'est élargie et j'ai eu envie de me diriger vers ce cinéma. Et voilà, j'ai écrit Les drapeaux de papier pendant mon année de terminale. Et je l'ai envoyé à des sociétés de production à Paris, en regardant les films un peu qui me plaisaient, en me disant des sociétés qui n'étaient pas énormes, évidemment, j'allais pas voir Pathé, je pensais qu'ils me répondraient, enfin j'étais sûr qu'ils me répondraient pas, mais en même temps, j'allais voir des sociétés qui avaient fait des films qui ressemblaient aux films que je voulais faire. Et j'ai envoyé par mail, j'ai appelé, et Stéphanie Doué de Seine-Cito a fini par répondre. Elle a lu de Seine-Cito Film. Et c'était son 3e long métrage, je crois. Et elle a répondu, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup le scénario, qu'elle voulait qu'on se rencontre. Je suis allé à Paris, je l'ai rencontrée, et voilà, c'est parti de ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle produirait mon film. Et 1 an plus tard, on a tourné, et 1 an après, il sortait au cinéma. Ah, c'est exemplaire comme parcours. Hein. Mais non, il y en a beaucoup que ça va faire baver, ça. Ça va faire rêver. Ouais. Non, ouais, c'était beaucoup de travail et beaucoup de chance. Et c'était l'année du bac. On est parti en financement. J'ai rencontré Stéphanie en janvier. J'ai passé mon bac en juillet. On est parti en financement à peu près à ce moment-là. Donc il fallait faire des allers-retours à Paris. Il fallait gérer la réécriture et les révisions. Mais ça va, le bac, j'avais pas trop de difficultés à l'école, donc ça me prenait pas beaucoup de temps. Je pensais surtout à mon film et j'avais terriblement envie de le faire. Les oraux du bac, vous savez, l'oral du CNC de l'avance sur recette, je venais de passer les oraux du bac et j'avais trouvé ça beaucoup plus stressant en fait que le CNC et justement ça m'avait vachement préparé. J'imaginais que des profs d'espagnol et des profs d'anglais autour de la table à l'oral du CNC, ça m'avait vachement rassuré. Je m'étais dit, ils me mettront une bonne note. Et on l'a eu. Premier collège, c'était qui à l'époque? J'avais une grosse boulette, je suis allé au CNC pour les 70 ans du CNC et j'ai dit merci Marie Darrieussecq pour m'avoir aidé à faire ce film alors que c'était pas du tout elle. La présidente à ce moment-là, c'était Cramézy. C'était exactement ça. Exactement ça, c'était elle. Et j'ai eu la honte, vraiment, j'étais sur scène, il y avait Isabelle Huppert à côté de moi et je me suis dit non, pourquoi j'ai dit ça?
Et tout le monde me l'a dit après, mais c'était pas Marie Darrieussecq qui t'a donné l'avance sur recette. Non, ce n'était pas elle. Et effectivement, c'était Crémzy. Elle a été félicitée pour elle. Et oui, elle a été félicitée pour Pour autre chose. pour son travail dans la vie. Pour être Marie Darrieussecq, c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Si vous voulez bien, on va continuer en vous proposant un petit principe. On va mettre entre vous un petit bol et vous allez chacun votre tour tirer un papier et c'est vous qui allez du coup lire les questions. Ah, moi je vais vous poser une question. D'accord. Moi, j'ai pas reçu le scénario, donc je suis considéré quoi? Comme valeur négligeable avec ma société ou trop gros? Je pense trop gros. Je pense trop gros. Parce que je l'ai pas reçu, le truc. Et je l'ai pas envoyé à beaucoup de. Je l'ai pas envoyé à tant de sociétés que ça finalement. J'ai envoyé vraiment aux boîtes qui commençaient à faire du long métrage, que je sentais vraiment accessible. C'est pour ça, encore une fois, c'est pour ça qu'il fallait. Bon. Mais avec tous les longs métrages, en plus, j'ai entendu Lapa qui a été un vrai choc pour moi quand je l'ai vu. Et un film qui compte beaucoup dans ma cinéphilie. J'aime beaucoup ce film. Et c'est pas le plus connu de ces films d'ailleurs, j'ai l'impression. Enfin, quand j'en parle, on parle beaucoup. Sonore à Berlin, quand même. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé fascinant ce film. Et les acteurs. C'est drôle, c'est une question pour vous en plus, Frédéric. Ouais. Est-ce que la lecture et la sélection sont un des aspects les plus complexes de votre métier? Tout à fait. Alors, j'ai mis des années à me forger un goût. Enfin, accepter de savoir lire un scénario. Par exemple, je suis nul sur les comédies. Je crois avoir été le premier à avoir eu La vérité si je mens dans les mains, qui m'est tombé des mains, mais non, comme ça. Hein, et j'ai jamais vu ce truc-là. J'ai désespéré beaucoup d'auteurs. Je ne sais pas lire les comédies, sauf si elles ont un petit côté un peu social. Mais ça vous a plu en tant que film, ensuite, La vérité si je mens ou... Non, c'est pour ça que ça m'est tombé des mains. Oui, c'est ça, c'était pas le bon film. J'ai appris hier une citation de Godard, qui est quand même... parfois, il a des espèces de... Il dit, le cinéma était un moyen d'expression, il est devenu l'expression des moyens. Et je trouve que c'est terrifiant comme constat. Parce que c'est vrai qu'on voit ça... Bon, à part qu'il y a beaucoup de films que j'aime, et beaucoup de films indés, etc., et qu'on va continuer à se battre, mais c'est très difficile d'accepter de suivre son goût. Et on fait des erreurs terribles, tout le temps. Un film que j'ai refusé, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle Le Petit Prince Hadi. Ah non. C'est un film de Christine Pascal, qui est un film merveilleux, mais dont le sujet, je te le pitch en 2 mots, des parents ont une petite fille très malade qui va mourir, et alors qu'ils sont séparés, vont se revoir le temps d'un week-end ou un truc. Le truc impossible. En plus, le choix à l'époque de Christine était Richard Berry et Anémone. D'accord. Et moi, je connaissais Richard depuis longtemps, j'avais déjà tourné avec lui. Je me suis dit, mais attends, pour faire passer des sentiments de générosité, d'abnégation, etc., j'aurais jamais pris Richard Berry, quoi. J'ai vu le film, on a pu récolter 200 grammes de sel sous mon siège, tellement j'ai pleuré quand j'ai vu le film. Pleuré de dépit de ne pas l'avoir su le lire. Et le film est d'une beauté. Je crois qu'il avait plein de César et tout, c'est un film des années 80. Et voilà, donc savoir lire, c'est très compliqué. Et accepter d'avoir un goût, c'est très compliqué. Moi, j'ai des goûts un peu peut-être... là, j'ai un projet de série, mais ça intéresse personne, parce que c'est des trucs un peu sur le monde d'aujourd'hui. Ça met en scène des migrants, des problèmes géopolitiques, et les gens s'en foutent. Sautet m'avait dit, tu sais, on vient d'un monde où on vivait pour le cinéma, et on est tombé dans un monde où ils veulent vivre du cinéma. Et c'est ce que j'ai constaté. Alors moi, quand j'entends une histoire comme la tienne, ça me fait tellement plaisir, quoi, d'arriver comme ça à... Ça me redonne courage parce que les jeunes producteurs, ils en bavent des ronds de chapeau. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Moi, j'ai l'âge de dire que, voilà, le discours de vieux con. Attention, vieux con. Il y a tellement de crétins dans ce métier. Mais quand on a vu arriver les costards gris, ça a été terrible, quoi. Les mecs, ils ont fait des écoles de commerce et ils veulent rationaliser et mettre en paramètre les scénarios et les films. Ouais. Avant, on allait dîner chez Lescure un soir... et puis on lui vendait un projet où Sautet, il allait lire comme Sard ne lisait pas les scénarios, qui était son producteur, il s'enfermait dans le bureau, il prenait la clé, il dit « je vais te lire le scénario ». Et l'autre est obligé d'écouter le scénario. C'est fou. C'est extraordinaire. Godard, lui, un jour, il a eu un projet, il a dit « je voudrais faire un film sur la 5e de Beethoven ». Sard a dit « ah bon, c'est intéressant ça ».
et le scénario, et il a balancé le disque. C'est génial. C'était ça le monde du cinéma. Enfin voilà, c'était un peu... Bon. Je peux poser une question qui n'a rien à voir avec celle-là. Oui. Parce que tout à l'heure, quand vous présentez le podcast, vous disiez dédier sa vie au cinéma, et vous avez dit non, moi c'est pas mon cas, alors que ça a l'air d'être complètement le cas. Oui, c'est un peu ironique parce que j'ai une oui. passion, parce que je suis navigateur, parce que partir en mer, c'est quand même le truc que j'aime le plus au monde. Mais j'ai dédié ma vie au cinéma, oui. Un film, c'est mieux ou pas que partir en mer? C'est moins bien. Et le faire ou le voir? Évidemment, d'avoir été le producteur de 18 films de Bertrand Tavernier, ça marque. Ouais. Et on avait une complicité, mais je peux parler d'un rapport qui est peut-être un petit peu unique en France. Il y a eu très peu d'associations réalisateurs-producteurs. Et moi, ce que j'aime avec un auteur, c'est une vie sur plusieurs films. Ouais. J'ai fait 6 films avec Jolivet, j'en ai fait 3 avec Niclou. J'aime bien cette espèce de rapport dans le temps, je veux dire. Ça, un cinéaste, c'est une œuvre. Comment s'est passée votre rencontre avec... Vraiment la rencontre, le tout premier? Moi, c'est sur Coup de Torchon. J'étais second assistant en Afrique. Je suis parti 4 mois là-bas. C'était merveilleux. C'était 4 mois de tournage? Non, mais moi, j'ai fait toute la prépa là-bas. Ah oui, d'accord. Et mon rapport à Bertrand est arrivé, je raconte ça souvent, sur une scène. Il tourne une scène et il n'arrive pas à la finir. C'est une scène où Eddie Mitchell, dans la nuit, assied les chiottes du patron du coin pour se venger de lui. Et le mec tombe dans la merde. Et le personnage joué par Michel Beaune sort avec couvert de merde. Et voilà, et il n'y a pas de fin de scène. Et j'ai osé dire à Bertrand, il pourrait dire mon chapeau. Et il dit effectivement, merde mon chapeau. Et ça fait il se retourne, et là on a un vrai code de fin sur la scène. Et tu regardes le film, c'est merde mon chapeau. Voilà, et j'ai compris ce jour-là que même si le metteur en scène est le créateur qui revendique tout, on peut apporter beaucoup de choses sur un tournage. À Londres, j'avais fait un film d'horreur qui a été sélectionné dans un festival de films d'horreur assez connu, le Fright Fest à Londres. Et ils nous avaient invités, on y était allés avec mon père qui nous accompagnait forcément, et l'actrice principale du film qui avait mon âge, qui était une amie à moi. Et en fait, toutes les projections étaient interdites au moins de 18 ans là-bas, donc ils nous ont interdit de voir le film. Ton propre film. Vraiment, nous on avait 14 ans et ils nous dit présenter le film, on le présente, et après les organisateurs du festival nous prennent par les épaules et nous sortent de la salle, et on dit bah non, on voulait le voir avec les gens, enfin, c'était une des premières fois que le film était projeté, la salle était complète et tout, et ils nous disent, ils nous amènent dans une petite salle et ils nous disent bon bah faites autre chose, occupez-vous pendant 1h30 parce que vous n'avez pas le droit d'entrer. Donner une boîte de Lego. Non mais vraiment. En plus c'était une salle où il y avait un peu des jeux, des magazines, et ils nous ont dit bah vous sortez pas d'ici, on peut pas vous voir dans la salle, c'est interdit au moins de 18 ans. Et on pensait que c'était une blague, on rigole, en plus c'était en anglais, on comprenait rien. On rigole, et on fait genre bah on y retourne et tout, et ils sont très sérieux, ils font non, il peut y avoir des images assez violentes et assez choquantes, mais c'est notre film, enfin, on est dedans. Et au final on allait voir un autre film, on s'est incrusté dans une autre salle, et un film vraiment très gore pour le coup, avec plein de sang partout, donc ça n'a pas marché et ça nous a pas choqué non plus. Il y a des droits d'auteur sur ton anecdote, parce que là je vais la raconter quoi. Elle est géniale. Le jeune réalisateur qui fait un film à 14 ans d'horreur, qui est sélectionné, et je pouvais pas rentrer. et les mecs faut sortir. C'était un moment assez particulier quand même, parce que effectivement on avait fait ce film complètement autoproduit et juste on était entre amis et on adorait faire des films. En fait on s'est retrouvés à aller au Canada, le film est sorti en Italie au cinéma, doublé par les acteurs qui ont doublé Hunger Games, donc c'était complètement surréel. Mes 2 meilleurs amis ils se sont retrouvés avec les voix de Jennifer Lawrence par-dessus leur voix à elle, et on est allé à l'avant-première à Rome. Enfin, il y avait tout un truc quand même qui s'était passé. C'est fou ça, c'est une belle histoire. Hein. Ouais, c'était et évidemment tout ça était quand même à une échelle extrêmement différente d'un festival justement comme Cannes ou comme Venise. Comment ça se fait que tu es passé de cette révélation du premier film que tu as vu, qui est un film d'horreur, et que tu t'es tout de suite précipité dans le film de genre. Alors après, tu as dit que ton premier film, c'est pas du tout un film de genre. Non, ouais, c'est pas du tout... Qu'est-ce qui a changé ? Donc, j'avais une cinéphilie hyper bornée quand j'étais ado. De mes 12 à mes 16 ans, j'ai regardé que des films d'horreur. Et n'importe quel autre film, je jugeais de ma grande stature d'adolescent que ça n'en valait pas la peine et qu'il n'était pas digne d'intérêt. Je voulais vraiment voir que des films d'horreur. J'allais au cinéma tous les mercredis quand un nouveau film d'horreur sortait pour aller voir le film d'horreur. Et j'en regardais rien d'autre. Et en fait, et je me suis rendu compte à mes 16 ans en voyant Mommy de Xavier Dolan, parce que ça s'appelait Mommy, que c'était la fête des mères et que je voulais faire plaisir à ma mère.
Et donc, du coup, je lui ai mis, et moi, j'étais sur mon téléphone, et en fait, j'ai lâché mon téléphone, et ça m'a bouleversé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder tout, sauf des films d'horreur. Parce que l'écriture est très très différente d'un film d'horreur. Ah ouais, complètement. Moi, je connais rien au film d'horreur, ça me fait trop peur, je n'y vais jamais. Ah ouais? Vous en avez jamais vu? Jamais. Oh non. Même pas les cultes un peu, l'exorciste, Projet Blair Witch. Non. Moi, aller souffrir au cinéma, non. Mais j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Mais justement, je pense qu'aussi c'était ça qui m'a très vite passionné, c'est que voilà, c'est très codifié effectivement l'écriture d'un film d'horreur. Il y a l'écriture et l'écriture filmique. Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de placer la caméra derrière le personnage pour être toujours avec lui dans sa sensation. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'évidence qui me paraissait, pour apprendre en tout cas, qui me paraissait hyper jouissif. Moi, j'avais envie de faire un film cette fois produit, construit et qui était beaucoup plus personnel. Donc c'est vrai que ma façon d'appréhender l'écriture a changé. En fait, rien que ça, je devais construire un film du début à la fin et je devais raconter quelque chose. Et là, c'était différent d'un film d'horreur où le but, c'était avant tout de faire peur aux gens. C'est l'histoire d'un homme qui sort de prison après 12 ans d'incarcération et qui va retrouver... Il fait une sortie sèche, une sortie sans l'aide de l'État, sans l'aide de personne. Il est voué à lui-même dehors et tout seul et il va retrouver sa jeune sœur Charlie. Elle qui est enfermée dans un quotidien qui lui ressemble pas du tout et qui lui plaît pas non plus. Et ensemble, ils vont essayer de se libérer et de construire une vie qui leur va à tous les deux. Moi, ça part d'un fait divers d'un fait de société, qui est les sorties sèches. Et surtout, j'avais l'impression de me retrouver beaucoup en Vincent, parce que justement, il est rentré à 18 ans, et de ce que j'avais lu des détenus et des vidéos que j'avais regardées, il y avait ce truc du temps qui s'arrête, et pour la plupart, en tout cas, du non-apprentissage de qu'est-ce que c'est de grandir. Et donc moi, je me retrouvais beaucoup en lui. Il y avait ce truc de raconter enfin quelque chose de personnel, et effectivement, l'écriture a changé parce que ça venait plus de moi. Tu l'as écrit seul? Les drapeaux de papier, oui. Les drapeaux de papier, je l'ai écrit seul. Et ensuite, avec ma productrice, il y a eu un accompagnement. Vous êtes très présent sur l'écriture, justement, en accompagnement? Il faut. La plupart du temps, oui. Avec Tavernier, je suis évidemment le premier lecteur et le premier à donner mon avis. Il y avait un truc très, très difficile avec Bertrand, parce que, je peux le dire maintenant, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup ce qu'il avait tourné. Donc c'était très difficile de lui faire couper quelque chose au montage. Le montage se faisait à l'écriture. D'accord. Est-ce que je peux vous interrompre justement? On va vous faire écouter un échange qu'on a eu avec une personne que vous connaissez bien. Nils Tavernier. Écoutons. Frédéric Bourboulon, pour moi, c'est la personne qui a accompagné mon père pendant, je crois, plus de 45 ans. Donc je pense que Frédéric Bourboulon est la personne la plus proche de mon père dans toute son existence. Il a toujours été ultra combatif pour faire ses propres films et les films de mon père. C'était une sorte de duo inséparable. C'était quand même des gens très engagés. C'est des gens qui étaient engagés pour faire des films qui avaient du sens. Frédéric Bourboulon n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue sans papa. Et papa n'aurait pas eu la carrière sans Frédéric Bourboulon. Il y a des gens qui servent le cinéma. Il y a des gens qui se servent du cinéma. Tout ce qui était paillettes et tout, ils en avaient rien à foutre. Mais rien à foutre. C'est vraiment le truc que j'ai envie de leur prendre et de leur garder à tous les deux. C'est l'envie de continuer à être sincère dans ce qu'on fait et de travailler pour des bonnes raisons. Et l'amitié que mon père et le respect que mon père a eu sur Frédéric Bourboulon, c'est une histoire d'amitié autour de la fabrication de films qui est hors norme. C'est au-delà d'une histoire d'amour. Nils, il a fait un très, très joli film. Moi, j'aime beaucoup son dernier film, qui est l'incroyable histoire du facteur cheval avec Gamblin. Oui. Mais c'est quand même l'histoire d'un père qui a jamais su dire à ses enfants qu'il les aimait. Et c'est très personnel chez Nils, parce que Bertrand était un handicapé du cœur. Tous ses sentiments, il les a mis dans ses films. Il était dans la vie incapable d'exprimer quoi que ce soit. C'est fou, hein, c'était une maladie de timidité. Ce mec qui était une grande gueule absolue. Et ce dernier film qu'on n'a jamais pu faire, c'est un film de fin de vie. C'est dommage qu'il l'ait jamais fait. C'est un film écrit par Russell Banks, d'après une nouvelle de Russell Banks. On avait un tout petit casting, hein, Suzanne Sarandon et Jennifer Jason Leigh. Bon. Et puis on avait développé le truc avec Amazon et ils nous ont laissé tomber à un moment de changement de management et on n'a pas pu redresser le tir. Ça l'a miné, je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles il est parti si vite. Ça l'a miné qu'à 78 ans, avec le statut qu'il avait, avec ce qu'il avait donné au cinéma,
Et Dieu sait s'il voyage à travers le cinéma français, qui était un vieux rêve, qu'on a mis un temps fou à monter. Ça a été compliqué, il a fallu négocier 1200 extraits de films. Il y a eu deux phénomènes très dommageables dans le cinéma français. C'est les costards gris, c'est les écoles de commerce, et tous les exécutants, tous les décisionnaires, tous des mecs qui veulent rationner. Alors ils sont là, ils font des règles de 3. Alors, bon, tel acteur a fait tant d'entrées sur ses 3 derniers films, tel metteur on s'en fout. Un projet, c'est un projet, ça se lit. Les gens se font faire des fiches. L'apparition du pitch, mais c'est tellement con. Ils n'ont même pas le temps de lire un synopsis. Avant, ils lisaient un résumé, ils sont passés au synopsis. Maintenant, ils sont au pitch. J'en peux plus, mais je vais arrêter. Nathan, on a aussi enregistré un message pour vous de la part de gens qui vous aiment beaucoup. Écoutons Guillaume Gouix et Alison Paradis qui jouent tous les deux dans votre film. Et en fait, j'étais complètement fascinée par ce petit gars, quoi. Enfin, tout de suite, moi, j'ai eu un truc de tendresse pour lui, mais fou. En 5 secondes, j'ai oublié qu'il avait 17 ans, quoi. J'avais affaire à un réal qui me parlait de son projet, qui me parlait de ses anciens trucs, de son écriture. Et voilà, en fait, j'avais une partie de moi qui écoutait évidemment tout ce qu'il me disait et une autre partie de moi qui me disait mais je suis fascinée en fait, ce mec me fascine. En fait, je trouve que Nathan a quelque chose d'hyper sage dans le vrai sens du terme sur la façon dont il regarde le monde, les gens. Il a cette faculté à sans jamais juger, à observer les gens, à les comprendre et ça se ressent énormément quand il écrit. Ce qui a étonné tout le monde, je pense, c'est que c'était un vrai chef d'équipe, quoi. Et qu'on s'est tous dit, avant d'y aller, bon, on va voir, peut-être qu'on va lui donner, nous, des conseils et tout, et qu'en fait, pas du tout. Et que comment il se comportait avec son équipe, c'était le chef, quoi. Il était là, il savait ce qu'il devait faire, ce qu'il voulait faire, comment il voulait le raconter. Et nous, après, on avait des discussions, mais comme avec tous les réalisateurs, en fait, il n'y en avait pas plus. Il y avait des remises en question, mais comme sur tous les films, quoi. Il avait pas froid aux yeux, autant dans la vie il avait aucun frein, quoi. Il y avait un truc très spontané, très assumé, il poussait loin les trucs, dans des émotions, les trucs, et j'ai adoré ça. Et voilà. C'était fou, c'était les à côté, l'espèce d'émerveillement qu'il avait à faire du cinéma, qui était, je pense, pour nous, hyper rafraîchissant, quoi, génial. Sur mon cours, il savait pas se servir du logiciel, il avait jamais monté sur le logiciel qu'il y avait dans les bancs de montage, dans la salle de montage qu'on avait. Et il a appris sur un tuto YouTube en une journée avant de monter le film. Enfin, c'est juste qu'en fait, c'est une génération comme ça. Lui, je sais pas, l'image, je pense que c'est ce qu'on sent dans son film, c'est que il a une logique de découpage et tout qui est hyper intuitive, quoi. Il sent tout de suite. Je lui ai demandé, est-ce que maintenant il s'y est mis à regarder des films qui datent de avant Harry Potter, ou est-ce que vraiment il a commencé sa culture de cinéma Harry Potter, et dans ces cas-là, il faut quand même qu'il s'y mette. Je les adore, ils sont beaucoup trop mignons et émouvants. Je les aime trop, je les aime vraiment beaucoup. Et ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Oui, non, c'est vrai que je passe ma vie au cinéma et le mercredi, je me fais mon programme de la semaine de tous les films qui sont sortis que je vais aller voir. Donc c'est vrai que je passe tellement de temps à regarder les films qui sortent que j'en oublie parfois de regarder un peu le cinéma patrimoine ou alors le cinéma simplement qui est effectivement sorti avant ma naissance. Mais je me fais cette culture et le confinement m'a pas mal aidé quand même j'avais beaucoup de temps et du coup, je pense qu'en fait c'est juste qu'un plateau c'est tellement impressionnant au début. Enfin c'est quand même 25 personnes. Moi en tout cas ça peut être beaucoup plus, mais moi c'était 20-25 personnes qui m'écoutaient, qui étaient tournées vers moi et qui attendaient qu'une chose, c'était que je leur dise qu'est-ce qu'on allait faire pour le film. Je me retrouve devant toute cette équipe et je me dis tu l'as voulu, t'es là, t'as plus le choix et tous ces gens là sont là pour faire ton film. Et ce que tu as écrit toi, et ce que tu as imaginé, et ce dont pourquoi tu rêves depuis un moment, il faut absolument avoir l'air sûr de soi sur un plateau, parce que sinon tout le monde sent une certaine fébrilité. Moi, en tout cas, je sais que les 2 premiers jours, je l'ai fabriqué, cette assurance, parce que je me disais, il faut pas qu'ils voient que je suis pas bien. Et en fait, on n'avait eu aucune prépa. Il y avait genre 3 jours, et ces gens étaient là pour faire mon film, et qui m'écoutaient, et qu'ils me considéraient, c'est là où c'est trop mignon, c'est qu'ils me considéraient pas comme quelqu'un de 17 ans, mais de 18 ans, mais comme un réalisateur qui fait son premier film, donc avec ses doutes, mais en tout cas comme un réalisateur qui fait son premier film. Méfie-toi, c'est des monstres, les équipes. Non, ils sont trop gentils. Non, ne sois pas aussi romantique que ça, tu verras, c'est des monstres. Tu sais quel est mon meilleur baromètre, moi ? Quand je sais que je fais un bon film, c'est quand je sens que l'équipe est larguée. C'est vrai. Tu t'entends, tu es là, tu te balades un peu, parce que je suis toujours sur le plateau. Moi, ma vie, c'est le plateau. Un fabricant plus qu'un producteur. Et je suis là, je traîne, comme ça, et on finit par m'oublier. Puis je vois un machinot qui dit « Il
fait chier ce metteur en scène, il ne sait pas ce qu'il fait. Là, là, je commence à me dire, ça y est, l'équipe est larguée, le mec est en train de faire un bon film. Et la personne importante, c'est le metteur en scène, c'est ce que tu dis, c'est lui qui a son film. Moi, quand tout le monde comprend ce que fait le metteur en scène, ça m'inquiète. Et une équipe, ça bouffe. Un metteur en scène, ça ne fait que créer dans le doute. Je pense que c'est une qualité propre. La mauvaise foi et le doute sont les deux qualités propres du metteur en scène. La mauvaise foi en premier. Hein. Mais le doute, j'ai jamais vu un bon metteur en scène ne pas créer dans le doute. Moi, je suis une éponge. Le producteur, c'est une éponge. Première heure de tournage, des souvenirs avec Tavernier, parce qu'il était tellement en doute. Et il arrivait, il disait « Oh !» Tout à coup, il se met à me vous voyez. Alors ça, je vois le syndrome arriver. « Oh, vous ferez pas la journée aujourd'hui », il me dit. « Qu'est-ce qu'il y a, Bertrand ?»« Non, mais ce truc-là, ça... D'accord, ça va pas. D'accord, je vais rectifier. » Il me gicle toutes ces angoisses de la nuit. Je les prends. Moi, je m'effondre un peu, puis je suis costaud. C'est mon métier. Lui, plus léger, il a vidé son angoisse. Et cette journée qu'on ne devait pas faire, il a fini avec 2 heures d'avance. Ouais. Voilà, le doute, tout le temps le doute. C'est tellement vertigineux de faire un film. Je pense que plus tu vas vieillir, moins tu découperas à l'avance. Ah ouais? Ouais. Je comprends ce que tu dis. Par rapport à un film qui n'a pas eu de préparation, etc., valait mieux que tu sois béton. Ouais. c'est sûr. Ouais, on n'avait pas l'argent pour... Tu vois. Ouais. Il y a une phrase que j'aime bien de Bertrand qui dit, excuse-moi, je parle beaucoup de lui, mais d'abord parce qu'il vient de disparaître et que c'est 40 ans de ma vie qui ont disparu avec lui. Mais il disait, j'aime apprendre dans les films. Je fais un film, j'ai pas envie de savoir ce que je vais découvrir. J'ai pas envie de savoir comment ça finit. Ouais. J'ai envie de me laisser surprendre. On a eu aussi au téléphone Vanessa Lost, qui est donc vice-présidente d'un La festival directrice générale dont vous êtes le président. Voilà. Ça s'appelle De l'écrire à l'écran. C'est une association, moi, que je suis très fier de présider, parce que c'est tout à fait ce qui interpelle les gens de mon âge, passionnés quand même par ce qu'ils font, c'est-à-dire de transmettre. Donc de l'écrire à l'écran, et dont la principale activité est faire de l'éducation aux images, auprès des collèges, auprès des écoles et auprès des quartiers. Puis donc on fait un festival tous les ans, festival qui a la particularité d'avoir la plus grande population scolaire. On a eu 11 000 scolaires en 4 jours. Et 11 000 scolaires en 4 jours, c'est énorme. Sur des projections, c'est incroyable. C'est fou. La musique dans le cinéma est très importante pour vous deux. Quelle place tient-elle ? Qu'est-ce que tu as fait alors pour la musique dans ton film ? Moi, j'ai fait appel à un compositeur canadien qui s'appelle Matthew Otto. En fait, j'étais allé voir un film qui s'appelle Mobile Homes de Vladimir de Fontenay. Et en fait, la musique m'avait complètement bouleversé. Je suis retourné en salle rien que pour enregistrer toute la musique sur mon téléphone. Je suis retourné vraiment... Ça s'appelle du piratage. Mais c'était que pour moi. C'était pour écrire. Et je suis retourné en salle, j'ai revu le film en enregistrant toutes les musiques sur mon téléphone. C'est vraiment, ça me bouleversait. J'étais en larmes. Mais donc c'est vraiment, j'écoute de la musique tout le temps et pour écrire, pour moi, c'est indispensable d'écrire avec de la musique. Et donc en fait, c'était au moment où on m'apprend que les musiques que j'ai choisies pour les arbres de papier en écrivant, que je voulais dans le film, elles étaient beaucoup trop chères pour nous et c'était impossible. Du coup, on m'a dit, trouve un compositeur et j'ai dit, Matthew Otto. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais il a composé spécialement pour le film. Il a composé spécialement, ouais, il a composé à l'image et finalement, c'était super. Ça s'est fait de façon assez naturelle. Et quoi la musique qui vous émeut dans un film Je m'énerve, vieux con. Je m'énerve de toutes ces musiques imbéciles du cinéma français où on fait systématiquement appel à une petite variété américaine dans les génériques de fin. Mais même, moi j'ai engueulé mon fils souvent parce qu'il se préoccupait de la musique une fois son film monté. Je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste. La musique est un élément très important qui peut apporter énormément à un film, se substituer à des constructions scénaristiques. Ouais. Mais la musique, non, la musique c'est important, c'est souvent un personnage aussi. Voilà, moi j'adore la musique. Parfois il y a ce défaut effectivement qui fait que ça sous-tend trop les émotions et ça vient en pléonasme, on nous martèle trop le truc, tu vois. Dernière question, parce qu'on va devoir quand même clore, même si on pourrait ne pas s'arrêter. Vous avez parlé tout à l'heure de votre fils. Vous, Nathan, vous avez un rapport très fort avec votre père. Quelle place a cette relation père-fils dans le partage de cette passion du cinéma ? Moi, je suis un peu un spectateur un peu ébahi de ce qu'il fait, du parcours qu'il fait. Bon, évidemment, vous verrez le film Eiffel, que vous l'aimiez ou pas, je peux vous dire qu'il a un des principes de son producteur de père qui est respecté, c'est que l'argent est sur l'écran et pas ailleurs. Et Nathan, le rapport avec votre père, il est très important aussi, même s'il ne vient pas du sérail. Non, il vient pas du cinéma, mon papa, mais par contre, quand j'ai commencé à faire des films ici, et tout de suite, déjà, mon père et ma mère m'ont tout de suite laissé complètement le faire et m'encourageaient beaucoup. Et quand il a vu mes premiers films, mon père, il
il était au chômage à ce moment-là. Il m'a dit j'ai du temps, si t'as besoin de quelqu'un pour t'aider, moi je suis là. Et du coup, on a monté une association ensemble pour que tous mes amis soient assurés sur le tournage et qu'on puisse tourner en règle et qu'on puisse les faire, ces films. Et maintenant, il veut devenir chef opérateur parce qu'après, il prenait la caméra et il a été chef op sur certains de mes films. Producteur avec moi. En fait, ce qui était bien, c'était que il venait pas de ce milieu-là, donc il pouvait pas m'apporter malheureusement quelque chose de l'ordre de la compétence ou de l'ordre du réseau, comme on dit maintenant, mais par contre, il pouvait m'apporter son soutien et on pouvait apprendre ensemble. Et du coup, il m'a apporté énormément son soutien et son aide. Et je sais que ça m'a donné beaucoup confiance. Je me disais, bon, mes parents, ils sont derrière moi et ils sont là pour me soutenir. Ce qui est le principe de base de l'éducation. Oui, ils ont été confiance. Complètement. Aimer et donner confiance. Aimer et donner confiance, on finira sur ça. C'est un beau mot de la fin. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. J'ai rien dit. Merci beaucoup. Ça commence à peine. Et c'est déjà la fin. On tient beaucoup à remercier notre super équipe. À la prise de son et au mixage, Johan Cunha. À l'habillage sonore, Christophe Danvin. À l'identité visuelle, Antoine Rogers. Et un grand merci à Marine Bausson et Romain, Christophe Shirley, Jonas, Bob, Valérie, Federica, Sylvie, Céline, Guillaume, Alison et Nils.